Merci infiniment, merci pour votre patience. Le nouveau recteur de l'université va nous accueillir, M. Philippe Dubois. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, chers vous toutes et tous, en votre titre, grade et qualité, bienvenue en nos murs, bienvenue à l'Université de Mons. C'est un honneur pour l'Université de Mons d'accueillir aujourd'hui en ses murs un président de la République française. Sans trop m'avancer et sans avoir dû entamer au préalable d'importantes fouilles dans nos archives, je puis affirmer, sans gros risque de me tromper, qu'il s'agit là d'une première pour notre institution et nous nous en réjouissons évidemment. C'est aussi un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir, Monsieur le Président, dans la mesure où votre présence dans cet amphithéâtre, comble de l'Université de Mons, est en partie due à nos étudiants. Je tiens en effet, ici publiquement, à remercier l'organisation représentative des étudiants de l'UMONS qui a pris en charge la co-organisation de votre conférence. C'est la preuve qu'au sein de notre institution, la participation estudiantine est une réalité tangible. Cela me réjouit en tant que recteur, car je ne cesse de le rappeler, dès que je le peux, pour moi, le rôle de l'université, d'une université, et en particulièrement la nôtre, ne se mesure pas uniquement à la qualité des enseignements qu'elle dispense, ni à l'excellence de sa recherche. Une de ses missions sacrées doit consister également à donner à notre jeunesse les clés pour comprendre et agir sur le monde qui l'entoure. C'est en tout cas inscrit dans notre ADN, ici, à nous, à l'Université de Mons. Je crois d'ailleurs savoir, Monsieur le Président, que bien avant l'Élysée et juste avant le début de votre carrière politique, vous avez vous-même dirigé une association d'étudiants, certes nationale. Votre implication dans le mouvement estudiantin a sans doute été, je l'imagine, un jalon important dans ce parcours professionnel et personnel qui vous a ensuite conduit jusqu'aux plus hautes destinées de l'État français. Je sais aussi, Monsieur le Président, après avoir lu dans l'ouvrage que vous venez nous présenter ce soir, que vous accordez, et vous l'avez toujours fait, y compris lorsque vous étiez au pouvoir, une très haute importance à l'éducation et à l'enseignement. Je sais donc que vous êtes resté attentif à la nécessité de l'État à investir dans le savoir et l'éducation, la recherche et le développement. Sachez que pour nous aussi, ici à Mons, ici à l'Université de Mons, l'université doit être le moteur d'une société plus juste qui combat les inégalités et forge un avenir commun. Monsieur le Président, je ne serai pas plus long, car il me tarde en effet d'entendre et peut-être appliquer, qui sait, l'une ou l'autre des leçons du pouvoir que vous vous apprêtez à nous distiller dans quelques instants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Recteur. Alors, je vais demander à Mourad Ouhamed, qui est le président du Conseil des étudiants, de nous dire quelques mots, puisqu'il est co-organisateur, en tout cas le Conseil des étudiants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Monsieur le Président, c'est aujourd'hui un honneur pour notre institution que de pouvoir accueillir un président de la République au-delà de l'idéologie que chacun d'entre nous partageons aujourd'hui. J'estime pour ma part qu'il y a un intérêt profond à entendre et à comprendre réellement quelles sont les leçons que l'on peut tirer d'un pouvoir tel que celui de président. Face aux défis qui sont aujourd'hui les nôtres, face au modèle de société que nous souhaitons aujourd'hui développer, quel est le rôle réel qu'un homme à la tête d'un pays aussi grand que la France est en mesure de pouvoir jouer? Quel rôle peut-il jouer réellement dans la production, le développement et l'apprentissage? Quel rôle aujourd'hui un président peut-il jouer dans l'individualité qui tend à se généraliser face à l'ensemble de vos défis? Aujourd'hui, je me permettrai la boutade, je remarquerai avec énormément de recul que votre livre aujourd'hui est référencé en premier sur Google.
passant au-dessus des termes François Hollande et scooter, François Hollande et anglais. Il s'agit véritablement d'un référencement extrêmement important. Aujourd'hui, les Français veulent savoir clairement quel a été le rôle d'un président et quelles sont les leçons que l'on peut tirer aujourd'hui d'un pouvoir tel qu'il est exercé à la présidence de la République française. Cette réflexion peut vous paraître surprenante, mais pourtant elle est essentielle. Elle, aujourd'hui, dirige l'ensemble du modèle que nous tentons de mettre en place, celui d'un engagement de la jeunesse pour la société et non pas simplement de la jeunesse pour la jeunesse. Cette réflexion se conclut d'une façon assez peut-être surprenante, mais aujourd'hui, je l'ai maintes fois répété dans le passé, il faut permettre à la jeunesse de pouvoir s'investir, mais aussi lui garantir les outils qui lui permettront de s'investir. Je vous prie à tous d'applaudir la venue de M. François Hollande. C'est un honneur pour nous de l'accueillir aujourd'hui. Merci Mourad. Mesdames, Messieurs, moi je serai très bref. Quand, avec nos amis étudiants, j'ai invité le président de la République, il a immédiatement dit oui pour venir à Mons. Et je voudrais l'en remercier très chaleureusement. Lui dire aussi que je le connais depuis plus de 20 ans, nous nous connaissons très bien. Il a été notamment premier secrétaire du Parti socialiste français et nous avons travaillé ensemble durant la période au cours de laquelle j'ai exercé les fonctions de Premier ministre. Je voudrais vous dire simplement ceci, je ne vais pas me mêler des questions internes à la France, mais sur le plan européen, M. Hollande a été un très très grand Européen qui s'est battu sans relâche et parfois devant des conservateurs acharnés pour défendre la paix partout où il a pu. C'est grâce à lui que la Grèce reste toujours à l'intérieur de l'Union européenne et donc de la zone euro. Et je dirais qu'il s'est toujours révélé un homme d'idéal. Il a mis en application avec toutes les difficultés et les contraintes de la société. Et puis voilà, c'est un ami fraternel et très fidèle. François, merci d'être à Mons. À toi la tribune. Merci. Bon, Monsieur le ministre d'État, cher Elio, c'est vrai que nous nous connaissons depuis longtemps, mais je ne connaissais pas Mons, ce qui, forcément, avait des conséquences sur notre relation. Elio me parlait toujours de Mons, moi de Tulle, que vous ne connaissez pas forcément tous. Donc j'ai fait, si je puis dire, le premier pas, je viens à Mons, et je ne doute pas que je t'accueillerai à Tulle. Mais il est vrai qu'il n'y a pas d'université à Tulle, alors qu'ici, il y a un lieu de savoir, d'excellence, de recherche, et je voudrais saluer Monsieur le recteur et Monsieur le président du conseil étudiant, et vous tous, pour l'accueil que vous me réservez. Vous m'avez demandé de tirer les leçons du pouvoir, tel que je l'ai exercé en France, dans un pays qui est sans doute, parmi près de 200 qui sont membres des Nations Unies, un des 5 qui compte au monde. Je ne veux pas dire que les autres n'ont pas d'influence ou de capacité d'action, et notamment la Belgique. Mais la France, et ça lui donne des responsabilités particulières, siège au Conseil de sécurité comme membre permanent, dispose de la force de dissuasion et, compte tenu de son histoire, de sa géographie, de sa population, a des responsabilités partout dans le monde. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. C'est aussi ce qu'a produit la décolonisation, mais du lien aussi de la francophonie. Bref, être président de la République française, ce n'est pas simplement défendre les intérêts de la France, c'est être parmi les nations qui doivent prendre leur part du règlement des conflits dans le monde. J'ai été président de la République pendant 5 ans, ça ne vous a pas échappé,
seulement 5 ans, ça ne vous a pas non plus échappé, dans une période qui restera comme exceptionnelle dans l'histoire des 50 dernières années. Et de ce point de vue-là, Elio y a également participé. Nous avons vécu en effet une succession de crises. Une crise financière, elle était déjà là en 2008, qui a eu ensuite un débouché économique, donc crise également qui a produit du chômage. Nous avons vécu une crise sécuritaire avec la montée du terrorisme, d'abord en Afrique. Ça a été l'une des raisons de l'intervention de la France puis de l'Europe au Mali. Crise sécuritaire au Moyen-Orient, avec la Syrie, l'Irak. Crise du terrorisme islamiste, avec ce que nous avons connu en France, en Belgique, en Allemagne, au Danemark, dans la plupart des pays européens. Une crise humanitaire, d'ailleurs, résultat de ce qui se passait au Moyen-Orient et en Afrique, avec l'afflux de réfugiés. Et enfin, une crise écologique, avec un réchauffement de la planète qui, non pas s'est accéléré, mais qui s'est confirmé. Donc, être au pouvoir dans cette période-là, c'est d'abord affronter des crises. Et ce qui m'a le plus saisi, c'est que nous n'étions pas forcément armés, nous, les démocraties, nous, les Européens, à surmonter toutes ces crises en même temps. La crise économique, la crise financière, nous pouvions, à travers un certain nombre de mécanismes, tenter de la juguler, de la surmonter. Et c'est ce que nous avons fait, avec trop de temps qui a été consenti ou consacré à cette gestion. Mais l'Europe a tenu sa place et a évité que la zone euro n'éclate, et notamment permis que la Grèce reste dans la zone euro. Mais lorsque nous sommes arrivés en 2012, ce n'était pas seulement de la Grèce qu'il s'agissait, c'était aussi de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, parce que tous ces pays étaient menacés aussi par une crise bancaire. Sur la crise sécuritaire, la France a une armée, une défense, a une capacité d'intervention, et elle a joué ce rôle au nom de l'Europe. Et c'est ce qui m'a conduit à intervenir au Mali. Je l'ai décidé seul. J'ai bien sûr eu des contacts avec nos amis européens, mais si la France n'avait pas agi dans l'instant même où les terroristes franchissaient un certain nombre de limites que nous avions posées, il eût été à craindre qu'aujourd'hui une partie de l'Afrique de l'Ouest soit sous le contrôle des terroristes. L'Europe, donc, n'est pas encore capable, même si, là encore, avec le temps, elle mobilise des moyens, d'agir comme une puissance à l'échelle du monde pour faire face à des menaces telles que nous avons connues et en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Plusieurs fois, j'ai averti les collègues européens sur ce que nous savions de ce qui se produisait en Syrie, le massacre par un dictateur de son propre peuple, mais aussi la dérive islamiste d'une partie de la rébellion. Nous avions prévenu de ce qui pouvait se passer en Irak avec la création de Daesh. Mais l'Europe ne se sentait pas légitime pour intervenir et en capacité de le faire, faute d'une défense commune. Sur la crise humanitaire, crise des réfugiés, ce n'était pas dans la mission de l'Europe. Ce n'est pas prévu par les traités que les Européens doivent accueillir des centaines de milliers de personnes qui fuient ou le combat ou la misère. Donc nous avons dû, là aussi, improviser. Leçon du pouvoir, toujours la même. Est-ce que nous sommes
doté des moyens pour gérer des crises de cette importance. Et là encore, il y a eu un temps très long qui a été concédé et tant de personnes qui se sont retrouvées sur les mers ou sur les routes, fuyant la misère ou les massacres. La crise, enfin, écologique. Chaque pays a sa responsabilité. Chaque individu, d'ailleurs, a ses devoirs par rapport à ce qui est aujourd'hui incontestable, c'est-à-dire le réchauffement beaucoup plus rapide que nous l'avions anticipé de la planète et toutes les conséquences en termes de catastrophes. Mais là aussi, est-ce que nos institutions nationales, européennes, internationales sont suffisamment dotées de moyens d'intervention pour agir face à ce qui est peut-être le premier péril, c'est-à-dire l'avenir même de l'humanité? Il a fallu là aussi que je puisse prendre, parce que c'était finalement la France, une initiative avec la COP 21 qui a permis l'accord sur le climat. Mais ensuite, un accord sur le climat ne vaut que si tous les pays qui se sont engagés à l'appliquer le mettent en œuvre. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que même un pays comme la France, même une Europe qui a maintenant près de 40 ans d'âge réel, c'est-à-dire en capacité d'action, même des Nations Unies qui se sont créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que toutes ces institutions que nous avons forgées par notre histoire, par notre volonté politique, et quels que fussent les hommes ou les femmes qui en ont été responsables, ne sont pas forcément adaptées à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une succession de crises. Et c'est un des problèmes qui est posé à la démocratie. Si la démocratie ne peut pas répondre à toutes ces situations, si par ses procédures, ses mécanismes, sa lourdeur, ses obligations, y compris de respecter heureusement des formes, si la démocratie ou les démocraties se révèlent impuissantes, indifférentes, inefficaces, alors quel est le risque, quel est le danger qui pèse sur ce que nous croyons être la civilisation? C'est que la réponse puisse venir d'ailleurs, de puissances qui ne sont pas démocratiques, ou de forces qui, au sein des démocraties, contestent même l'objet que nous avons contribué à bâtir, c'est-à-dire un ensemble de règles, de principes, de libertés qui nous ont un moment réunis. Tout cela dans un univers médiatique qui a considérablement changé. Présider la France, j'imagine, du temps du général de Gaulle, il y avait une seule chaîne de télévision, c'était en noir et blanc. Le président s'exprimait, les journalistes de l'époque étaient choisis pour dire plutôt du bien, et quand ils disaient du mal, ils n'étaient plus journalistes à la télévision française. Puis s'est produit mai 68 et d'autres changements. Ensuite, on a été dans une autre étape avec un pluralisme de presse, l'indépendance de l'audiovisuel, mais avec toujours un poids de l'État, une forme de respect de ce qu'était l'autorité ou la parole officielle. Et puis, nous avons vu surgir, mais c'est assez récent, en définitive, à peine une dizaine d'années, avec Internet, d'autres mécanismes. D'abord de la diffusion du savoir, tant mieux, de l'accès à l'information, c'est un progrès, mais aussi de l'expression de toutes les radicalités, de toutes les opinions, même les plus fausses. On a vu à ce moment-là être mise en regard l'information contrôlée, au sens vérifié, de la fausse rumeur qui court et qui à un moment s'installe. On voit qu'aujourd'hui, chaque chef de gouvernement, chef d'État ou même personnalité qui va dans un endroit comme celui-là, par exemple, et qui fait un discours
disons, en toute liberté, pensant qu'aucun média n'est représenté ici, prend le risque, et ce risque doit être assumé, que chacun ou chacune puisse enregistrer le propos, voire même le filmer. Donc, les modes d'exercice du pouvoir ont considérablement changé. Avant qu'un président ou un chef de gouvernement allait dans une foule, personne ne savait ce que les échanges avaient pu provoquer. Et les forces de sécurité faisaient en sorte qu'il n'y ait aucun gêneur. Mais aujourd'hui, tout est accessible, tout est reproductible, tout est diffusé. Même un incident va devenir une information mondiale. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? D'une certaine façon, c'est une nouvelle règle qui s'impose, une pluralité de sources. Mais la démocratie devient plus fragile. Il est des pays, je ne les citerai pas pour ne pas créer de conflit, où Internet est totalement surveillé, où les images qui sont diffusées sont totalement contrôlées, où les individus sont surveillés. Il y a des pays où les médias sociaux sont utilisés pour déstabiliser d'autres pays. C'est arrivé. Et pas dans n'importe quel pays, puisque c'était aux États-Unis. Donc nous sommes dans un autre univers. Donc les démocraties se retrouvent plus fragiles. Et celles qui investissent par le suffrage universel, c'est-à-dire c'est le principe même de la démocratie, les autorités qui vont décider savent que ces autorités-là vont voir leur pouvoir remis en cause quelques années après, à la différence de ce qui se passe dans d'autres puissances où ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils le seront jusqu'au terme qu'ils auront eux-mêmes fixé. C'est une différence assez sensible. Quand vous rencontrez un chef d'État qui n'est pas dans un pays démocratique, il a un avantage sur vous, c'est que lui pense qu'il sera encore là quand vous n'y serez plus. Et ça crée effectivement une différence d'approche entre ceux qui peuvent se projeter à 10 ans, à 20 ans, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais qui peuvent en tout cas en avoir la volonté, de ceux qui savent, parce que c'est la règle dans une démocratie, que 4 ans, 5 ans après, ils seront de nouveau soumis au suffrage universel et auront peut-être laissé la place. Ce qui veut dire que dans une démocratie, pour voir loin, il faut accepter de décider aujourd'hui sans avoir forcément conscience que nous serons là, enfin pour ceux qui auront décidé, au moment où la décision elle-même aura produit ses effets. Mais c'est la noblesse de la démocratie, c'est son honneur. Mais dans ce contexte aussi, on voit bien que ceux qui sont dans le raccourci, sont dans la simplification, sont dans une forme de flatterie à l'égard du peuple, ce qu'on appelle populistes, ont un avantage aussi sur les autres. Celui qui a finalement révolutionné, le mot n'est pas trop fort, la communication politique, c'est Donald Trump, qui a compris qu'avec un tweet, il pouvait faire mieux qu'avec un discours. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'il pouvait faire un discours, alors qu'il peut encore faire un tweet. Mais il a pris conscience que c'était un avantage considérable qu'il avait, à chaque fois de créer l'événement, l'incident, la polémique, et de créer, en définitive, ce qui va faire débat. Quand le gouvernant rationnel, cherchant l'équilibre, le compromis, va forcément être moins visible, moins audible, moins identifié. Donc nous voyons que les règles du jeu démocratique ont changé. En plus, nous pensions tous, en tout cas dans ma génération, que la démocratie serait finalement le destin commun de l'humanité. Quand le mur de Berlin s'est effondré, nous en avions là la confirmation. Venant d'ailleurs après la décolonisation, nous étions sûrs que tous les pays, avec un temps plus ou moins long, accéderaient, comme l'on disait, à la démocratie. Et aujourd'hui, cette forme de
confiance dans le destin des peuples mérite, je crois, d'être regardée avec, hélas, beaucoup plus de réserve. Et nous voyons bien qu'il y a des puissances qui ne se posent plus la question de savoir si elles vont franchir toutes les étapes vers la démocratie. Nous voyons arriver d'ailleurs de nouvelles puissances, Turquie, Iran, Arabie saoudite, qui sont plutôt dans l'influence et qui ne cherchent pas à copier je ne sais quel modèle qui viendrait de pays qui auraient fait le choix de la démocratie et qui voudraient l'imposer. Alors, je vous dis ça pour que vous preniez bien conscience que ce que nous croyons le plus sûr, le plus définitif, le plus irréversible est fragile. Nous pensions que le système des Nations Unies pourrait être une forme de démocratie mondiale. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Aucun des grands conflits auxquels j'ai pu participer, au sens du règlement desquels j'ai pu participer, ne s'est fait avec les Nations Unies, sous l'autorité parfois des Nations Unies, mais jamais dans un cadre onusien. Nous pensions tous que les grandes institutions internationales que nous avions bâties justement pour un ordre international, l'UNESCO, l'OMC, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, seraient des instruments d'une politique mondiale. Et nous constatons que ces institutions sont toutes remises en cause. Nous avions aussi l'idée qu'avec l'accord sur le climat, nous arriverions peut-être à créer une nouvelle organisation mondiale pour l'environnement. Elle n'est pas en place. Au niveau européen, nous étions convaincus que l'élargissement était forcément la perspective qu'il fallait ouvrir aux pays qui avaient été sous la domination soviétique, et que cette Europe qui s'élargirait serait un cadre de puissance, de débat, de citoyenneté, de démocratie. Et que constatons-nous? On constate qu'un pays déjà a décidé de sortir. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, en l'occurrence le Royaume-Uni, pas n'importe quel pays, qui était donc présent depuis 1972. Puis, nous constatons qu'un certain nombre de pays, notamment à l'Est, quand il s'est agi de régler la question la plus urgente, la plus exigeante même, la question des réfugiés, ces pays-là ont fait défaut. Nous constatons qu'il y a maintenant des pays qui ne veulent plus aller ensemble sur le respect des règles, l'Italie aujourd'hui, ou sur les valeurs même essentielles de ce que représente finalement l'espace européen. L'indépendance de la justice, le pluralisme de la presse, et même les droits de la personne, y compris de la femme, où certains pays refusent, par exemple, le droit à l'avortement. Donc, cette Europe sur laquelle nous avions tant espéré, pour laquelle nous avons tant agi, est-elle au rendez-vous? Sera-t-elle toujours là? C'est le défi qui vous est posé dans votre génération. Enfin, les nations qui constituent l'Europe. L'Europe, c'est une Europe de nations. Ces nations-là aussi sont minées par des querelles et par des clivages. Non pas le clivage gauche-droite qui a toujours scandé, d'une certaine façon, toutes les démocraties, et quels que soient les modes de scrutin. Mais là, d'autres clivages, clivage religieux qui s'est installé dans certains pays, clivages régionaux, c'est arrivé aussi, clivage sur la sécurité, sur les réfugiés, sur l'immigration, sur l'identité. Et de ce que l'on pensait être le commun dans une nation, arrivent maintenant des aspirations nationalistes. Mais non pas d'un nationalisme de conquête que nous avions connu dans le passé, mais un nationalisme de repli où chacun se remet dans sa sphère, dans l'entre-soi, considérant que ce qui compte, c'est l'intérêt national avant tout autre. Et le lien même avec les États-Unis, qui a longtemps fondé aussi l'Union européenne. Et quand il s'agissait de la défense de l'Europe, et quand la France proposait qu'il y ait une Europe de la défense, y compris dans l'achat de matériel militaire, mais je ne vais pas ici insister,
beaucoup regardaient vers les États-Unis, et on pouvait les comprendre. La France savait que les États-Unis apportaient son bouclier. On savait que beaucoup de pays qui n'avaient pas de capacité de défense avaient dans l'OTAN, dans l'Alliance Atlantique, l'assurance, la garantie que les États-Unis seraient toujours là. Mais aujourd'hui, ce lien-là s'est distendu. C'est pour ça que continuer à acheter du matériel militaire américain, c'est quand même audacieux. Mais donc, tout ce que nous pensions être les grands acquis de ces 50 ou 60 dernières années paraît aujourd'hui vulnérable. Et les populistes qui sont à l'œuvre l'ont parfaitement compris. Les populistes offrent une solution qui peut, à un moment, séduire. On se replie, on reste entre nous, on évite de partager. Finalement, le premier des populistes, c'est Donald Trump, quand il dit « l'Amérique d'abord ». Finalement, puisqu'il le dit, les autres doivent le faire, où chacun cherche son propre intérêt. Et le populiste aussi permet de fermer les yeux sur le monde, ferme les yeux sur la crise humanitaire, en laissant penser que les réfugiés trouveront bien un moment un pays pour les accueillir, mais pas le nôtre. Sur la crise sécuritaire, en disant que les terroristes, ils feront peut-être leur œuvre, mais le plus loin de chez nous, le mieux ce sera. Tant pis pour les autres. Et même sur la crise économique, c'est une illusion de penser qu'on peut être dispensé de partager des responsabilités quand une crise financière s'abat. Et que dire de la crise climatique ? Il faut quand même être un populiste un peu borné pour penser que la crise climatique s'arrêtera aux frontières de chacun des pays. Ben, il en existe des populistes bornés. Donc, l'expérience devrait normalement les contredire, mais l'immédiateté, l'urgence, la passion, la pulsion, l'aspiration identitaire peuvent donner un terreau favorable à ceux qui préparent des solutions, non pas pour demain, mais pour tout de suite. C'est pour ça que les expériences qui sont en cours, hélas douloureuses, le Brexit pour les Britanniques, d'une certaine façon, la politique aujourd'hui aux États-Unis, avec ce qu'elle produit, de conflits, de dureté, de violence, ou ce qui peut se passer en Italie, ce que je ne souhaite pas, c'est-à-dire les difficultés que pourrait rencontrer ce grand pays ami, faute de pouvoir respecter des règles. Donc, nous voyons qu'il y a la nécessité de faire cette démonstration que la démocratie, que l'intérêt commun doivent être plus forts que le repli, que le rétrécissement ou que le nationalisme. Alors, quelles sont les voies de sortie ? Quelles sont les leçons, là aussi, que j'ai tirées de cette période où j'ai pu diriger la France dans un monde qui, depuis 2 ans, s'est encore assombri. Si nous voulons que la démocratie puisse être toujours la référence ultime, qu'elle continue à faire espérer les peuples qui en sont privés et à mobiliser une nouvelle génération dont vous êtes pour permettre de nouveaux progrès, il faut sans doute changer les modes d'organisation. Ce qu'ont été les partis, les syndicats, les formes de participation civique qui ont constitué les fondements même de la démocratie, mais qui sont forcément usés, contestés par les nouvelles méthodes dont les populistes se sont emparés, notamment à travers les réseaux sociaux, les mobilisations spontanées, les réseaux affinitaires, voire même communautaires. Il faut que nous ayons un changement dans les pratiques qui sont les nôtres. Comment faire davantage consulter la population sur des choix essentiels ? Comment permettre des débats ? Dans les universités, vous y contribuez encore davantage. Comment essayer de faire des adhésions citoyennes plus fortes que le vote, simplement le vote ? Comment chercher du commun dans une société qui, généralement, privilégie l'individu ? Donc nous devons retrouver des formes de débat démocratique, de participation civique,
et de citoyenneté, dont l'engagement est le fondement principal. Il faut revenir à cette belle notion d'engagement. Pourquoi s'engage-t-on? Pourquoi accepte-t-on de consacrer du temps aux autres? Pour son pays, pour l'Europe ou pour la planète? Ensuite, la deuxième voie nécessaire, c'est de rechercher tout ce qu'il y a de commun entre nous. D'abord, dans le monde, ce qu'il y a de commun, c'est qu'aujourd'hui, même si on n'accepte pas la globalisation, la mondialisation, tout ce qui se passe dans un quartier du monde finit par nous toucher. Ignorer la famine ou la misère en Afrique, à un moment, elle vous concerne, ne serait-ce que par l'immigration. Pensez que la question climatique n'est que dans une partie du monde est un leurre. Donc tout nous relie les uns les autres, au-delà même des systèmes d'information. Ce qu'il y a de commun, c'est aussi, dans un continent comme l'Europe, de défendre des valeurs et des principes, dont l'une s'appelle la libre circulation. C'est ce qui a d'ailleurs justifié l'Europe, pouvoir circuler comme Européens dans toute l'Europe. Et c'est ce que les Britanniques n'avaient pas accepté. Une des raisons de la sortie du Royaume-Uni, c'est le refus d'accepter la libre circulation. Ils l'acceptaient pour les produits, ils l'acceptaient pour les services financiers, ils ne l'acceptaient pas pour les personnes, ou ils ne l'acceptaient plus de la même manière. Ce qu'il y a de commun, c'est dans une nation un modèle social. Et faire que ce modèle social soit admis par tous, ce qui était d'ailleurs le cas il y a quelques années, et qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que des libéraux ont fini par faire rentrer dans la tête de beaucoup de nos concitoyens, pas forcément les plus privilégiés, qu'ils avaient plus à perdre dans le système social qu'à gagner. Et qu'il y avait toujours d'autres qui profitaient du système plutôt qu'eux. Or, il faut bien mesurer que ce modèle social, celui que des générations entières ont contribué à bâtir, est ce qui permet aux uns et aux autres de vivre ensemble et de participer à un financement collectif et d'éviter que les solutions individuelles finissent par l'emporter. La troisième voie pour que notre démocratie puisse être renforcée, c'est que nous devons redonner de nouvelles frontières au progrès. Le progrès ne s'est pas arrêté. Le progrès ne s'est pas figé. Ce sont les inégalités qui se sont creusées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir une société, un continent, un monde où il y a des progrès technologiques, scientifiques, sociaux, économiques, et que dans le même processus, les inégalités se creusent. C'est ce qui est exactement en train de se produire. Mais il ne faudrait pas, parce que des inégalités existent, qu'on conteste l'idée de progrès. De la même manière, ce n'est pas parce que nous voulons préserver la planète qu'il faudrait refuser la croissance, en tout cas la croissance durable, la croissance qui, elle, protégerait l'environnement. Alors, il faut que nous puissions, par exemple, utiliser les nouvelles technologies, le numérique, dont on a vu qu'il pouvait avoir un effet considérable sur l'accès à l'information et moins désirable sur la pollution qu'il peut engendrer ou sur les inégalités qu'il peut créer ou sur les exclusions qu'il peut provoquer. Mais il faut utiliser les nouvelles technologies et le numérique en particulier pour rendre des services qui, pour l'instant, ne sont pas satisfaisants. J'ai pu, depuis que je ne suis plus président, créer une fondation où on soutient des innovations sociales. Et parmi ces innovations sociales, il y a toujours une place pour le numérique. Mais un numérique qui rend service, un numérique qui permet d'aller plus vite, parfois plus loin, auprès d'une population qui, jusqu'à présent, en était privée, à condition qu'au numérique s'ajoute de l'humain, et que l'humain soit finalement le bout de la chaîne du numérique. De la même manière, nous devons penser que les nouvelles technologies vont sans doute détruire un certain nombre d'emplois, ce qui est incontestable, comme dans tous les progrès scientifiques, mais qu'il y a aussi une libération du travail grâce à ces technologies, si elles sont maîtrisées. C'est pour ça que la social-démocratie a encore un avenir, parce qu'elle peut justement maîtriser ces technologies.
Enfin, il y a des progrès en termes d'environnement. Dès lors que nous prenons conscience de l'urgence climatique, nous changeons un certain nombre de nos modes de vie, de modes de transport, donc de notre système urbain, du rapport à la nature. Et là aussi, c'est un progrès que nous devons absolument accompagner. Et puis, il y a la lutte contre les inégalités, à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Et là-dessus, je pense que ça laisse encore beaucoup de champ à la politique, à ceux qui pensent que si l'on s'en prend aux très riches, on va désorganiser l'économie, et ceux qui pensent qu'il faut que dans une société, il y ait un rapport qui soit compris entre ceux qui détiennent le plus et ceux qui ont le moins. Donc ces sujets-là resteront des sujets de confrontation politique au meilleur sens du terme. Je veux terminer sur l'Europe, puisqu'il va y avoir un débat européen. Avec Elio, nous avons donc participé à de nombreux conseils européens. Je n'en ferai pas le récit, ça prendrait trop de temps, puisque beaucoup de ces conseils européens duraient toute une nuit. Je me suis déjà toujours posé la question, pourquoi les conseils européens se passent la nuit? Il y a une première explication qui voudrait qu'à un moment, la fatigue aidant, le compromis se trouve. J'ai longtemps lutté contre cette explication, mais luttant contre le sommeil aussi, j'ai compris que ça pouvait avoir un intérêt. Il y a une deuxième explication qui est que, finalement, les chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas se réunir plusieurs jours de suite. Chacun a sa responsabilité. Mais en refusant de se réunir plusieurs jours, on finit par ne pas traiter les questions de manière définitive et reporter à un prochain Conseil européen. Bref. Je pense que l'Europe à 27, la place des populistes aujourd'hui, ou des nationalistes, ou des extrémistes, comme vous voudrez, ou de ceux qui ne veulent plus que l'Europe avance, fait qu'il faut absolument préserver l'Europe à 27, le grand marché, la libre circulation, l'euro pour les 18 membres de cette zone, et permettre que cette Europe continue de pouvoir assurer les règles que nous avons posées en commun. Mais nous ne pourrons plus faire avancer cette Europe-là. Elle donnera ce qu'elle peut donner, une bataille pour savoir ce qui reste de la politique agricole commune ou des fonds structurels, une incapacité à pouvoir régler la question des réfugiés parce que certains pays n'en veulent pas, une possibilité pour répondre aux menaces commerciales que les États-Unis, pour l'instant, agitent. Mais il faut, si nous voulons redonner de l'impulsion à l'Europe, ou de l'espoir aux Européens, il faut qu'à quelques pays, on retrouvera sans doute des ensembles qui existaient dès le début de la construction européenne, sans que ces ensembles soient figés, il faut qu'à quelques pays, nous décidions d'aller beaucoup plus loin. Et sur la question climatique, et sur les nouvelles technologies, sur la fiscalité, et faire en sorte que nous puissions aussi porter une politique étrangère qui soit rapide, claire, et qui puisse disposer de moyens importants, notamment en Afrique, pour favoriser le développement. C'est cette structuration de l'Europe qui permettra de retrouver une impulsion, de retrouver une dynamique, de retrouver un élan qui, convenons-en, s'est perdu, qui font que les Européens paraissent des naïfs face à des populistes qui parlent au peuple en disant qu'ils les défendent. Donc je pense que nous avons ce devoir-là. En tout cas, le mien, et c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est de faire comprendre que jamais le monde n'a été confronté à des défis aussi élevés. Vous allez me dire, mais il y a eu, je parle depuis la fin de la guerre, il y a eu la guerre froide. Oui, mais la guerre froide était un système où chacun savait qu'elle n'aurait jamais lieu et où chacun s'organisait dans sa zone d'influence. C'était pas bon pour le monde, en tout cas pour une partie du monde. Mais ça permettait à chacun de vivre au moins
dans un système de référence, contradictoire, mais chacun avait le sien. Ensuite, il y a eu la mondialisation, quand le mur de Berlin s'est effondré. La globalisation qui s'est imposée et qui était finalement ce que beaucoup avaient espéré, aussi bien pour des raisons économiques que pour des raisons politiques. Dans ce monde-là, c'est vrai, les États-Unis jouaient un rôle très particulier. On le contestait, ce rôle-là, l'hyperpuissance américaine, mais c'était un lâche soulagement. On savait que les Américains seraient toujours là, pour le meilleur, parfois pour le pire, on l'a vu en Irak. Mais aujourd'hui, je pense que cette mondialisation qui n'a cessé d'être dominante, parfois exaspérante, mais cette mondialisation, elle est en train de s'arrêter. Et qu'elle laisse place à l'émergence, non pas des nations, puisque les nations n'ont pas disparu, mais du nationalisme, du retour vers le fait national, vers le repli. Je ne vais pas m'acharner sur Donald Trump, surtout qu'aujourd'hui, il n'a rien à craindre de moi. Heureusement, d'ailleurs, pour moi. Mais ce qu'il a inoculé, c'est cette idée-là. C'est que, finalement, seuls comptent les intérêts de chacun. Donc on peut détruire l'accord sur le climat, ce qu'il a fait. On peut détruire l'accord sur l'Iran, ce qui a quand même des conséquences au Moyen-Orient. On peut affaiblir les Nations Unies, on peut essayer de disloquer l'Europe, ce qu'il a quand même à l'esprit, et pas tout seul, avec Vladimir Poutine aussi. Mais on voit bien le risque pour le monde tout entier. Donc il faut avoir conscience des défis pour être véritablement engagé. Peut-être qu'il n'y avait rien de pire que de penser que la paix était inexorable, que l'Europe était notre destin, que les nations seraient prospères et qu'il n'y aurait plus de motif à s'engager. Eh bien, si. La leçon du pouvoir, c'est finalement que chacun, quelle que soit sa place, doit un moment s'engager. Il n'est pas sûr de réussir, mais ce qui est certain, c'est que seul, il n'y parviendra pas. Donc il faut encore de l'action collective, il faut encore de l'espérance, il faut encore de la mobilisation civique, il faut encore croire au peuple, mais au sens du peuple qui exige du respect, de la dignité et de la démocratie. Voilà ma leçon. Merci. Merci François. Alors voilà ce que je vous propose, c'est de poser quelques questions. Comme nous sommes plus de 700, ça va être difficile de permettre à chacun de poser une question, mais si vous avez des questions, je vais balayer un peu et je vais commencer par la gauche de la salle et je terminerai par ma gauche. Allez. Alors, je commence. Qui souhaite prendre la parole? Poser une question brièvement, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Ce qui m'intéresse beaucoup dans votre discours, c'est l'engagement de chacun et l'engagement de l'Europe. Comment nous, simples citoyens, pouvons nous engager plus encore pour l'Europe? Ok, merci beaucoup. Non, je vais... Oui, alors je vais un peu plus loin. Il suffit de lever la main, voilà, tout en haut. Monsieur avait... Ah, je croyais que c'était monsieur qui a un beau pull rouge, moi, mais je vous en prie. Monsieur le Président. Je vous en prie, pas de souci, allez-y. Vous avez parlé du temps qui passe. Vous avez relevé avec beaucoup d'humour que vous n'avez fait que 5 ans. Regrettez-vous le septennat qui permet justement un temps plus long pour les actions, un temps plus long face au populisme qui évidemment grandit à cause de nos démocraties, à cause de l'inertie de nos démocraties, à cause parfois même du populisme que les démocrates développent pour être élus. Est-ce que vous pensez également que
que le costume d'un président est fait pour un homme normal après l'avoir exercé, ou plutôt par un homme d'exception comme vous semblez l'être? Merci beaucoup. Alors, puisqu'on est là, rapidement, monsieur, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de l'incapacité de l'ONU à résoudre les conflits mondiaux. Pour vous, la faiblesse de l'ONU, quelle solution y apporteriez-vous? Et ne pensez-vous pas que le fait même d'avoir un droit de veto dans le Conseil de sécurité est la source de problèmes? Merci beaucoup. Alors, une question dans cette travée. Je ne pourrais pas prendre toutes les questions. On va vous donner le micro. Pensez-vous, Monsieur le Président, que l'actuel président Emmanuel Macron vous a fourvoyé? Est-il de gauche, oui ou non? Merci. Merci pour cette très intéressante question. Encore une question plus haut, puis je passe à la dernière travée. Une, oui. Bonsoir, Monsieur le Président. J'ai pu voir que vous avez récemment été décoré par le président ukrainien pour votre implication dans les accords de Minsk. Alors, je voulais vous demander aujourd'hui, avec le recul, puisque vous n'êtes plus chef d'État et en voyant l'évolution actuelle du conflit, je voulais vous demander quelles leçons vous tirez, vous, de votre travail avec le Front Normandie. Merci. Merci. Alors, je vais prendre ici. On va donner la parole à un étudiant. Oui, voilà. Peut-être ici en bas. Très bien. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question, c'est, après ces années de pouvoir, est-ce que votre premier ennemi est toujours la finance? OK. Alors, une toute dernière. Oui. C'est aléatoire, voilà. Oui. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, bonsoir Monsieur le Président de la République, bonsoir Monsieur le Premier ministre. Moi j'aurais une question aussi par rapport au Maïdan. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez mis? Donc quand je dis vous, c'est l'Union Européenne, Madame Nuland avec sa fameuse expression « fuck the EU », si vous voyez ce que je veux dire. Vous vous rendez compte de ce que vous avez mis au pouvoir en Ukraine? Quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens comme Paroubi, l'actuel président du Sénat, du Parlement ukrainien, qui a été reçu par De Rugy il y a quelques semaines, qui dit clairement Hitler est un grand démocrate. Rendez-vous compte de ce que vous avez mis en Ukraine au pouvoir? Merci. Tu réponds à tout ça? Il n'y a pas d'autres Allez, encore une question. Un peu plus haut, parce que j'ai un peu plus haut. Voilà, la deuxième travée. Est-ce qu'il y a une question? Oui, non? Allez, monsieur ici. Voilà, juste monsieur. Et puis je céderai la parole au président. Oui. Bonjour Monsieur le Président. Donc en fait dans votre discours vous avez dit qu'en fait il y a des pays où Internet est surveillé, où il y a des présidents qui ont un avantage sur vous parce que au bout de votre mandat de 5 ans, eux ils se maintiennent au pouvoir. Bah écoutez, il y a une actualité en fait qui est clairement aujourd'hui en Afrique. Je parle de mon pays, le Cameroun, un pays où il me semble vous avez effectué une visite d'État. C'est vrai que c'était une visite d'État éclair, mais devant vous, le président de la République, qui a été proclamé en tout cas gagnant des élections présidentielles récemment, devant vous, il avait déclaré que... Ayez la gentillesse de poser la question. Posez la question. Justement, ce que je voulais savoir, c'est que qu'est-ce que monsieur François Hollande, monsieur le Président, pense des chefs d'État africains qui aujourd'hui, après 36 ans, se maintiennent au pouvoir? Merci beaucoup. Voilà, François, est-ce que me semble que le menu est déjà bien chargé? Oui, je vais me fâcher avec beaucoup de monde. Oui, donc, si tu réponds, tu vas te fâcher avec beaucoup de monde. Oui. Bon, commençons par l'Europe. Comment retrouver de l'engagement? Il faut avoir donc une perspective. Ce n'est pas simplement de s'opposer au populisme. Ce n'est pas non plus de prôner une Europe impossible. Europe sociale, Europe, je n'ose pas dire socialiste. Aujourd'hui, ce serait quand même audacieux de dire on va faire l'Europe telle qu'on voudrait qu'elle soit. Il faut être lucide. Les populistes, ils ne gagneront pas les élections européennes, mais ils seront toujours là, y compris au niveau des gouvernements. Parce que c'est ça qui est le fait nouveau. Ils ne sont pas simplement dans une contestation à la marge. Aujourd'hui, il y a des chefs de gouvernement qui se réclament, pas forcément du populisme, mais enfin qui, en fait, n'acceptent plus ce qu'était l'espace commun, les valeurs communes de l'Europe.
il y a des partis populistes ou extrémistes qui sont associés au gouvernement, quand ils ne sont pas directement les premiers responsables. En Autriche, nous l'avons aussi en Italie et dans d'autres pays, hélas. Donc, nous ne pouvons pas simplement dire, avec les élections européennes, nous allons chasser les populistes, ils seront toujours là. Il faut bien sûr mettre en garde. Il faut appeler les peuples à être conscients de leurs responsabilités. Mais il ne peut pas y avoir non plus d'incantation à une Europe telle que nous la rêvons. Dans la campagne des élections européennes, nul doute que beaucoup de candidats viendront en disant « voilà l'Europe qui devrait être plus écologique, plus sociale, d'autres diront plus libérale ». Mais non, l'Europe c'est un compromis, de toute façon. Mais moi, ce qui me paraît le plus nécessaire, c'est d'ouvrir de nouvelles étapes de la construction européenne. D'abord, il faut défendre l'Europe parce que, comme l'a dit Elio, finalement, quand il y a eu des crises, elle a pris du temps, mais elle a quand même été là, capable de régler ce qui pouvait l'être à 27. Quand il s'est agi de l'union bancaire, on l'a quand même faite pour éviter que la finance puisse imposer son jeu, ou que des pays puissent être disqualifiés par la spéculation. Quand on a fait en sorte que la Grèce puisse rester dans la zone euro, on y est quand même arrivé. Même sur les questions de réfugiés, malgré tout, on a trouvé des règles qui faisaient que des répartitions ont pu être possibles entre États volontaires. Mais on ne peut pas simplement répondre aux urgences. Il faut être donc capable de dire qu'est-ce qu'on voudrait faire de l'Europe telle qu'on l'imagine. On voudrait qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement et qu'elle ait une politique énergétique commune. Ça, c'est de l'ordre du possible. Qu'elle ait une politique de défense commune, qu'elle ait une politique migratoire commune, et qu'elle ait une politique industrielle au sens des nouvelles technologies commune. Est-ce qu'on peut le faire à 27 ? Il faut poser la question. Qui est d'accord pour le faire à 27 ? Certains diront non, non, pas un sou de plus pour l'Union européenne, parce que Elio était avec moi quand on a discuté du budget européen. Il faut vraiment être européen pour discuter du budget, hein, parce que personne ne voulait dépenser plus globalement. Aucun pays n'était prêt à dire « je vais en faire plus spontanément ». C'est assez rare, la générosité dans un Conseil européen, même du pays le plus riche. Donc, on a été obligé, à chaque fois, de trouver des compromis, mais sur un budget très limité. Donc là, il pourrait être dit, est-ce qu'on est prêt à consacrer quelques milliards de plus pour les nouvelles technologies ou pour la préservation de l'environnement ou pour la défense commune? Qui en est d'accord? À 27, nous ne pourrons pas trouver un accord. En revanche, moi, c'est la démarche que je préconise aujourd'hui. À quelques pays, nous pouvons nous mettre d'accord. De dire aux autres, on ne veut rien vous prendre. Vous aurez toujours le budget européen, vous aurez toujours la zone euro, vous aurez toujours l'espace de circulation. Mais nous, à quelques pays, on va avancer vers des politiques résolument communes. Et c'est ce qui peut redonner dans ces pays-là une espérance européenne, parce que c'est quand même des étapes qu'on pourrait ainsi franchir. Voilà ce qui me paraît être le sens d'un engagement européen. L'Europe, il faut bien le comprendre aussi, c'est forcément avec des pays qui ont des intérêts nationaux différents. Nous sommes socialistes, Elio et moi, avec des partis qui ne sont pas tous socialistes. Souvent, j'ai dit aux Français, vous voudriez que l'Europe soit française, en fait. Ce serait formidable si, en Europe, il n'y avait que des Français. Ce qui n'est d'ailleurs même pas sûr, parce qu'il y aurait des divisions quand même. Et moi, je disais aux socialistes français, ce serait formidable si, en Europe, il n'y avait que des socialistes français. Non, ça ne serait pas forcément formidable, d'ailleurs. Donc, on veut toujours l'Europe à sa propre image, mais ce n'est pas possible. Les Allemands, je suis sûr qu'ils voudraient une Europe comme les Allemands la rêveraient, c'est-à-dire économe, sérieuse, rigoureuse, laborieuse. Bon, mais c'est un compromis, l'Europe. Et on est capable, avec les pays que je viens de citer, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie jusqu'à récemment, de trouver les compromis. Avec d'autres pays, ça ne sera plus possible. Et il faut avoir cette évolution mentale pour
arriver à redonner une espérance européenne. La question du septennat. C'est vrai que sur un septennat, j'aurais peut-être été réélu. Mais il se trouve que c'était un quinquennat et pas un septennat. Alors certains qui m'aiment bien me disent, ben oui, mais si ça avait été un sextennat, la dernière année aurait été meilleure. Sans doute. Mais je n'avais été élu que pour 5 ans. Même si je disais la 6e m'appartient. Ce qui était vrai d'ailleurs, la 6e m'appartient parce que c'était les conséquences de mes propres décisions. Est-ce que 5 ans, c'est trop court? Oui, d'une certaine façon, c'est court. Mais je rappelle que dans des pays européens, c'est 4 ans. Beaucoup de pays européens, c'est 4 ans. En France, ça a été 7 ans, mais c'était un legs de l'histoire. Chacun connaît ce qui a provoqué le septennat. C'est que, après l'effondrement de la France face à la Prusse, en 1870, il y avait l'espoir du rétablissement de la monarchie, et comme on ne trouvait pas le roi, c'est pas toujours facile, donc on ne trouvait pas le roi, les légitimistes et les orléanistes avaient trouvé un président pour 7 ans pour attendre l'hypothèse d'un roi. Puis finalement, le roi n'est jamais venu et donc est resté le septennat. Et quand le général de Gaulle est arrivé en 1958, il trouvait que le septennat, c'était quand même mieux. Mais c'était très difficile, on l'a vu, même pour le général de Gaulle, de faire 2 septennats de suite. Donc, je pense que le septennat, c'était trop long, que le quinquennat, c'est court, mais qu'on ne pourra plus rien changer. Mais comme c'est court, il faut absolument qu'il y ait une rapidité dans l'exécution, une rapidité dans la décision. Ça ne veut pas dire mettre en cause les procédures démocratiques ou imposer au Parlement des règles trop contraignantes. Non, mais il faut que les choix soient rapidement établis pour qu'ensuite la politique puisse avoir un effet. Sur l'inertie, c'est vrai qu'il y a une forme d'inertie. Il faut l'expliquer aux citoyens. Je vais prendre un exemple. En 2012, j'avais promis le mariage pour tous. En Belgique, vous aviez déjà fait cette évolution, cette réforme. En France, je pensais qu'il y aurait des résistances, mais qu'un débat permettrait de faire tomber les préjugés et de faire progresser les esprits, ce qui d'ailleurs aujourd'hui est le cas. Mais il y a eu de grandes mobilisations contre le mariage pour tous. Et plus le débat durait, plus les mobilisations étaient fortes. Comme si, finalement, la lenteur de la décision n'était pas au bénéfice de la décision. Je ne regrette pas qu'on ait mis un temps assez long du débat, mais je pense qu'on aurait pu aussi aller plus vite, sans pour autant brusquer les esprits. Et c'est là qu'il peut y avoir une contradiction entre les formes de la démocratie et la nécessité d'une décision. Et à un moment, d'ailleurs, la population me faisait le reproche, qui n'était pas forcément infondé, de dire « mais quand même, vous ne discutez que de ce sujet-là ?» alors qu'il y avait plein d'autres décisions qui étaient prises. Donc il faut essayer de donner à notre démocratie plus d'efficacité, plus de débats dans la société, des débats moins longs au Parlement. Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui nécessaire. Ensuite, j'avais utilisé l'expression de candidat normal pendant la campagne de 2012. Je pensais que c'était une expression assez claire, permettant de faire des distinctions. Puis ensuite, j'ai évoqué la notion de président normal, au sens d'un président qui, justement, dans des périodes, comme je les ai évoquées, exceptionnelles, doit être capable de maîtriser ses émotions, de ne pas être dans l'outrance, de ne pas être dans l'excès, de ne pas être dans la provocation, d'être un facteur d'apaisement. Et quand il y a eu les attentats, je pense que c'était absolument indispensable d'avoir ces qualités-là. C'est pour ça que j'ai préféré après l'expression de président humain. Mais je dois dire quand même, un président normal, c'est exceptionnel, au sens où on a tellement de cas devant nous, et je ne vais pas les évoquer tous, où on a, notamment aux États-Unis, on a quelque chose qui est profondément anormal. Donc j'aurais peut-être dû dire président humain, mais je garde quand même cette expression de président normal pour bien faire comprendre ce à quoi nous avons affaire. Et il faut, au sommet de l'État, notamment dans les pays qui ont un rôle international,
des hommes ou des femmes qui soient capables de maîtriser leur tempérament et leur caractère. Sur l'ONU, le système est bloqué. Vous avez remarqué, pour l'Europe, ça peut être bloqué, pour les raisons que j'évoquais. Au niveau des Nations Unies, c'est bloqué au niveau du Conseil de sécurité. Je vais prendre là aussi un exemple. Bachar el-Assad commet ses premiers massacres en 2011. Et une opposition se crée en Syrie, plutôt d'inspiration démocratique et modérée. Il y a une possibilité de condamner Bachar el-Assad et de favoriser un règlement d'une solution en Syrie dès 2012. Le veto russe s'est immédiatement opposé à toute évolution ou règlement pacifique du conflit syrien. Et quand il y a eu les armes chimiques qui ont été utilisées, vous vous en rappelez, août 2013, il y avait toutes les preuves que c'était le régime qui avait utilisé les armes chimiques. Le veto russe, une nouvelle fois, s'est opposé à tout ce qui pouvait être une condamnation du régime justifiant une intervention internationale. Parfois, ça peut être le veto américain, notamment sur les questions relatives au conflit israélo-palestinien. Donc l'idée pourrait être, effectivement, d'interdire, enfin de supprimer le veto. Mais vous imaginez bien que pour faire une réforme des Nations Unies en supprimant le veto, il faut avoir l'accord de ceux qui ont le veto. Donc c'est impossible. Donc bien sûr, dans toutes les résolutions de partis ou de pays, où nous disons tous il faut réformer le système du droit de veto. Ce que l'on pourrait simplement permettre, c'est que lorsqu'il y a une crise humanitaire, lorsqu'il y a un crime contre l'humanité, lorsqu'il y a un massacre, le veto ne pourrait pas être utilisé pour protéger les massacreurs ou les criminels. Ça serait la seule, j'allais dire, limite qu'on poserait au droit de veto. Mais elle serait déjà tout à fait importante, cette limite. Mais tant qu'on a le Conseil de sécurité bloqué, l'ONU n'a pas les moyens d'intervenir par elle-même ou de fournir un cadre légal, légitime, à une intervention internationale. Je rappelle, quand il y a eu l'intervention au Kosovo, le Conseil de sécurité était bloqué. Et aussi, lorsqu'on s'est posé la question avec Obama d'une intervention en Syrie après l'utilisation des armes chimiques, nous étions sûrs que nous n'aurions pas l'autorisation par le Conseil de sécurité. Et ce qui est un problème pour les pays démocratiques comme les États-Unis ou la France, d'intervenir hors du cadre des Nations Unies. Et les autres le savent parfaitement. Donc je pense qu'il va falloir, là aussi, continuer à militer pour la limitation du droit de veto. Ensuite, pour savoir qui est de gauche, qui est de droite, c'est une question qui est intemporelle et universelle. Ce n'est pas de se qualifier de gauche et de droite. Généralement, ceux qui se qualifient de droite sont vraiment de droite. C'est rare qu'ils fassent des politiques de gauche. L'inverse n'est pas vrai. Ceux qui sont de gauche peuvent parfois faire des politiques de droite. C'est arrivé. Je ne parle pas de la mienne. Mais il faut juger les politiques non pas par les appellations, mais par les actes. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Dans un moment qui était très difficile, les 5 ans dont j'ai parlé, où on se pose la question, la finance, est-ce qu'on a cédé, pas cédé, est-ce qu'il fallait faire des politiques de réduction du déficit ou pas? Oui, on peut faire des politiques de gauche qui permettent d'éviter la spéculation, qui permettent d'éviter qu'il y ait des risques de disqualification de nos pays sur les marchés, tout en faisant une redistribution et une lutte contre les inégalités. Généralement, pour bien juger d'une politique, savoir si elle est à gauche ou à droite, il y a plusieurs critères. Mais il y a un critère qui, généralement, est le plus efficace. Dis-moi quelle est ta politique fiscale, je te dirai qui est situé à droite ou situé à gauche. Alors, l'Ukraine, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette nuit de Minsk? Ce qui s'était passé, c'était qu'il y avait un état de guerre
où les séparatistes soutenus par les Russes continuaient à avancer et où il fallait absolument obtenir un cessez-le-feu. Puis ensuite, le fait que les armes lourdes, légères, puissent être retirées. Toute la nuit à Minsk, une fois encore la nuit, toute la nuit à Minsk, ça a été ce jeu qui s'est distribué entre Vladimir Poutine, Poroshenko pour l'Ukraine, Angela Merkel et moi-même, qui étions là pour servir la cause. Et je sentais bien que Vladimir Poutine voulait que le cessez-le-feu intervienne le plus tard possible et Poroshenko le plus tôt possible. Mais finalement, le bénéfice de Minsk, il n'est pas mince, c'est que la belligérance a cessé. Ça ne veut pas dire que les armes se sont tues, il y a encore eu des morts après Minsk, mais il y a eu une forme de règlement, non pas de la crise, mais de règlement du conflit ouvert. La volonté de Vladimir Poutine, c'est de geler tous les conflits qu'il a lui-même créés. On le voit en Géorgie, on le voit en Moldavie, on le voit en Ukraine. Et son intérêt, pense-t-il, c'est d'empêcher qu'il y ait un jour un État ukrainien qui aurait le contrôle de son territoire jusqu'à la frontière. Il a empoché en passant la Crimée. Est-ce que le pouvoir ukrainien n'a pas sa propre responsabilité en mettant trop de temps pour lutter contre la corruption d'une part et pour mettre en œuvre le processus de Minsk? Sûrement. Mais enfin, ce n'est pas eux qui ont été les belligérants. Ce qui est sûr, c'est que, on m'interrogeait sur les autorités de l'Ukraine, elles ont été élues par le peuple ukrainien. Ce n'est pas nous qui les avons choisies. Elles ont été élues. Est-ce que le format Normandie est le bon? Je crois qu'il est le bon. C'était important. Régulièrement, moi, j'ai passé des heures et des heures au téléphone avec Merkel, Poutine et Poroshenko. Je ne sais pas exactement à quoi ça servait, tout ce temps, mais ça servait au moins à une chose, ça permettait de se parler. Et quand on se parle, on ne s'entretue plus. Donc c'était quand même le bénéfice du format. C'est toujours le bénéfice du format Normandie, de permettre qu'il y ait encore un échange, un dialogue et le fait qu'il n'y ait pas de conflit ouvert. Sur la finance, oui, je considère que l'ennemi, c'est la finance spéculative, celle qui fait en sorte de déstabiliser des pays ou déstabiliser des entreprises simplement pour des raisons de rendement. Est-ce que nous avons suffisamment agi? Je pense que nous avons agi. Là aussi, défendons l'Europe et défendons le système multilatéral. La fraude fiscale a été largement combattue grâce à nos actions. L'échange maintenant d'informations qui concerne des pays qui jusqu'à présent étaient considérés à tort ou à raison, mais plutôt à raison, comme des paradis fiscaux. Nous avons pu lutter contre les phénomènes d'optimisation fiscale, même s'il y en a encore beaucoup avec les GAFA. Mais la finance a été réduite au sens où les banques ont été aussi contrôlées, vérifiées et d'une certaine façon maîtrisées. Est-ce que s'il y a de nouveau des faiblesses, la spéculation ne peut pas s'engouffrer? Oui, elle peut. C'est bien ça d'ailleurs le problème avec l'Italie. C'est qu'elle peut, à cause de son gouvernement, offrir de nouveaux espaces à la spéculation. La spéculation cherchera toujours du profit au détriment des intérêts des peuples. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir absolument une coalition contre la finance spéculative. Là aussi, penser que dans un seul pays, on peut lutter contre la finance, c'est une illusion et un leurre. C'est avec d'autres qu'on peut y parvenir. Et moi, je dois rendre hommage à Obama, parce que Obama a contribué à agir contre la finance spéculative. Sur les élections en Afrique, c'est très compliqué pour la France, parce que la France, elle est accusée soit d'intervenir pour soutenir des chefs d'État en place, ce qui n'a pas été le cas au cours de mon quinquennat, soit au contraire de vouloir déstabiliser des chefs d'État pour mettre d'autres qui auraient notre faveur. Hélas, ce qui est vrai, c'est que le processus des élections en Afrique n'est pas toujours contrôlé comme il le faudrait. Ce n'est pas que les présidents puissent se représenter. En France, c'est limité à 2, mais enfin, personne
d'autorité dans le monde pour dire qu'il ne faudrait pas que les présidents africains puissent avoir 2 mandats successifs. Pourquoi le demander à l'Afrique, pas le demander à d'autres pays que je ne citerai pas, mais où cette règle n'est pas appliquée? Non, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des élections libres en Afrique. C'est ça la question. Et qui ne soient pas truquées, qui ne soient pas confisquées, que les opposants puissent réellement présenter leur programme. C'est ça la grande question. Et là aussi, on a besoin de l'Europe, parce que c'est l'Europe qui peut aussi agir. Pourquoi moi je voulais que l'Europe soit dotée d'une capacité d'intervention pacifique, bien sûr, pour le développement en Afrique, pour le règlement des conflits, parce que c'est mieux que ce soit l'Europe que ce ne soit la France. Parce que la France ne doit chercher aucun intérêt particulier. C'est à l'Europe d'agir. Et prenons un cas qui, ici, vous concerne peut-être encore davantage, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il doit y avoir des élections, normalement, la République démocratique du Congo. Comment fait-on? Comment fait-on pour agir, pour faire que l'opposition puisse vraiment se présenter? Là, le président sortant a dit qu'il ne se représenterait pas, donc on pourrait imaginer que ça sera plus simple. Ce n'est pas forcément plus simple. Donc il faut qu'on ait une Europe qui aide au processus. Voilà pourquoi je pense que faire l'Europe, ce n'est pas simplement pour les Européens. Faire l'Europe, c'est pour le monde tout entier, et pour l'Afrique en particulier. C'est pour ça qu'il faut être européen, parce que quand on est européen, on est pour des valeurs universelles. Merci en tout cas à vous de m'avoir entendu. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, François. Merci, Isabelle, pour la traduction en langage des signes. Et merci à vous toutes et à vous tous. Je vais juste vous demander un tout petit plaisir, c'est de nous permettre de quitter, non pas avant que vous ne quittiez, mais qu'on puisse peut-être... Merci infiniment. Bonne soirée.